Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse, je ne pourrais pas être présent aujourd'hui, mais décidé de faire cette petite vidéo sur la régulation du sommeil dans l'hypersomnie idiopathique. Je suis Adam, ex-doctorant dans l'équipe de Montpellier, avec Yves Dauvilliers et Lucie Parato. Donc, la régulation du sommeil, c'est l'interaction de deux processus. Donc le premier qu'on va appeler le processus circadien. C'est un rythme où on va l'appeler aussi l'horloge interne. C'est un rythme de 24 heures qui va déterminer à quelle heure on est plus susceptible d'être éveillé et à quelle heure on est plus susceptible de dormir. Donc par ce qu'on va appeler cette pression d'éveil, donc qui va être importante en journée et plus faible la nuit. En parallèle, nous avons le processus homéostatique, qui cette fois va représenter la pression de sommeil, qui va augmenter quand on est réveillé, et quand on va dormir, on va la dissiper, donc elle va diminuer. Et donc finalement, l'interaction de ces deux processus va faire qu'on va s'endormir plus facilement quand on a à la fois une grande pression de sommeil et une faible pression d'éveil. Donc ici, vous voyez vers ce qui arrive à peu près en fin de journée, vers 23 heures. Quel pourrait être le rôle de cette régulation du sommeil dans l'hypersomnie idiopathique? Donc, pour rappel, les symptômes de l'hypersomnie idiopathique sont la somnolence diurne excessive, l'inertie sévère au réveil et l'allongement du temps de sommeil. Et donc, quand on regarde des patients, donc non pas HI, mais atteints d'un trouble du décalage de phase, donc ici en l'occurrence un retard de phase, donc ils vont se coucher plus tôt que leur horloge interne ne le voudrait. Ces patients vont avoir un réveil difficile avec une inertie, une somnolence d'une excessive et un rebond de sommeil le week-end dû à une privation chronique de sommeil. Donc, finalement, c'est des symptômes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a dans la chie. Donc on pourrait soupçonner qu'il y ait au moins un rôle d'un trouble circadien dans l'hypersomnie idiopathique. Le second point, c'est que si les patients HI vont avoir une somnolence diurne malgré un sommeil qui est généralement long et peu perturbé, ça peut indiquer un trouble de l'homéostasie. Donc, à savoir que l'hypothèse serait que, par exemple, les patients, quand ils vont dormir, ils vont moins bien dissiper leur pression de sommeil. Et c'est pour ça qu'ils vont se réveiller et toujours être somnolents. Et donc, que dit la littérature sur ces deux questions? Donc, sur le rythme circadien, je vais aller assez vite puisque les études suggèrent et montrent qu'il n'y aurait pas de perturbation majeure du rythme circadien, que ce soit par la mélatonine, donc cette, on va dire, hormone du sommeil qu'on sécrète le soir, ou la température corporelle qu'on sait être un indicateur du rythme circadien, et donc qui à chaque fois ne diffère pas entre des sujets HI et des sujets sains. Pour le processus homéostatique, on n'a pas de mesure directe de cette pression de sommeil, comme je disais, mais on sait que l'activité cérébrale quand on dort, et notamment ce qu'on va appeler les ondes lentes, va refléter la pression de sommeil et notamment sa dissipation nocturne. Par exemple, on voit chez des sujets sains sur la ligne continue que les ondes lentes vont être importantes en début de nuit et vont diminuer à mesure que la nuit se passe. Et donc, il y a une seule étude qui a un peu regardé ça chez des sujets HI et qui a retrouvé donc en pointillé une dissipation conservée chez les sujets HI avec des niveaux moindres, notamment en début de nuit. Donc, notre objectif, c'était un peu de caractériser comment la saison de lente s'organise chez des sujets HT dans un protocole de sommeil de libre cours, donc le fameux protocole bed rest. Et donc ce protocole bed rest que certains connaissent probablement déjà, c'est un enregistrement de 32 heures où les patients vont être plongés dans une pénombre, sans interaction sociale, sans accès à des écrans ou à l'heure, et vont demander leur repas d'eux-mêmes. Et donc finalement, on va les priver de tout repère temporel de manière à mieux capturer le processus homéostatique seul. Et tout au long de ces 32 heures, on va mesurer leur activité cérébrale et notamment les ondes lentes que vous voyez en rouge. Et donc on a inclus dans cette étude des sujets HI avec allongement, donc s'ils dormaient plus de 19 heures sur le bed rest, ou des HI sans allongement s'ils dormaient moins de 19 heures, et également un groupe de témoins sains. Et donc, brièvement, on a donc calculé l'activité des ondes lentes au cours des 32 heures, qu'on a représenté ici par des
pics successifs, des points rouges, donc on voit diminuer lors de la première nuit et de même la deuxième nuit. Et donc on a appliqué un modèle mathématique que je vous épargnerai pour retrouver cette courbe noire qui va représenter la pression de sommeil. Et donc l'avantage de ce modèle, c'est que eh bien, pendant le bed rest, chacun dormant quand il le veut, le temps qu'il souhaite, euh, ça va être difficile de comparer les patients entre eux et les groupes entre eux, puisque finalement personne ne va jamais dormir vraiment au même moment et les mêmes durées. Et donc, grâce à ce modèle mathématique, on peut prédire finalement comment la pression de sommeil se comporte si tout le monde dormait exactement au même moment et la même durée. Donc, cette étude, pardon, était basée sur un certain nombre de sujets HI avec allongement, donc 183, 25 HI sans allongement et 25 témoins sains. Et donc, la première chose qu'on a regardé, c'est juste voir la durée de sommeil au cours du bed rest. Donc ici, c'est le temps de sommeil par heure du bed rest. Donc on voit qu'il y a beaucoup de sommeil, évidemment, la nuit 1 et la nuit 2 du bed rest, et moins en journée. Mais on a quand même des différences assez importantes. Donc les sujets HI avec allongement en vert et bleu vont avoir beaucoup de sommeil en journée, alors que les témoins en rouge vont avoir le sommeil surtout concentré sur les deux nuits. Les sujets HI sans allongement vont avoir davantage de sommeil la journée, mais beaucoup moins la deuxième nuit, avec un sommeil beaucoup plus fragmenté. Donc, les résultats principaux de notre étude, c'est que si on regarde la pression de sommeil, si tout le monde dormait exactement 12 heures, eh bien, ce qu'on constate, c'est que les sujets HI vont toujours avoir plus de pression de sommeil en fin de nuit que les témoins. Donc, une sorte de plateau de pression de sommeil résiduel qui serait jamais dissipé chez les sujets HI. À l'inverse, quand on regarde la pression de sommeil au cours de la journée, donc la veille, ce qu'on constate, c'est que les patients HI avec allongement notamment vont avoir plus de pression de sommeil dans les premières heures de la journée. Donc qu'est-ce que tout cela, ça signifie? Donc si la dissipation est incomplète la nuit, ça pourrait expliquer des phénomènes comme l'inertie au réveil. Donc les patients se réveilleraient avec une pression déjà, euh, déjà accumulée. Et ça explique également pourquoi, généralement, allonger le sommeil n'améliore pas l'état au réveil des patients atteints d'HI. Le second phénomène, donc une accumulation anormale la journée, pourrait expliquer eh bien, la somnolence diurne excessive et la propension au sommeil en journée. Et chez les sujets HI sans allongement, ça explique pourquoi ils ont plus de fragmentation la deuxième nuit du bed rest, puisqu'ils vont dormir plus la journée et épuiser un peu leur pression de sommeil de cette manière. Finalement, on s'est posé la dernière question de par quel mécanisme, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène. Comme vous le savez, le sommeil, c'est l'alternance de sommeil lent et de sommeil paradoxal. Donc on a plus de sommeil lent en début de nuit et plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Et donc on s'est posé la question de comment la pression de sommeil évolue dans ces deux stades. Donc ce qu'on a constaté, c'est que en sommeil lent, la pression diminue de façon attendue et elle diminue beaucoup en début de nuit, donc on a une pression élevée. Et elle diminue toujours, mais moins en fin de nuit, quand on a une pression plus faible, puisqu'on l'a déjà dissipée au cours de la nuit. En sommeil paradoxal, la pression diminue en début de nuit, mais notre modèle nous prédit qu'elle va augmenter en fin de nuit pendant le sommeil paradoxal. Et ce qu'on constate, c'est que chez les sujets HI, la pression augmente davantage en sommeil paradoxal de fin de nuit. Donc, ce qui pourrait expliquer pourquoi ces patients vont avoir une pression de sommeil résiduelle en fin de nuit, puisque ils allongent leur sommeil, donc ils font plus de sommeil paradoxal, donc finalement, ils vont toujours euh, réaugmenter un peu leur pression de sommeil. Donc voilà, donc pour terminer, cette étude semble mettre en évidence donc une atteinte de la régulation homéostatique dans l'hypersomnie hépatique qui pourrait expliquer en partie les symptômes qu'on observe et soutient les distinctions des deux formes, donc avec et sans allongement, qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à l'unité des troubles du sommeil de Montpellier. Et si vous avez des questions, je laisserai soit le professeur Devilliers y répondre, soit eh bien, vous pouvez me les envoyer par mail à cette adresse. Et je vous remercie.